il n'y a pas longtemps, on a parlé de la dernière vidéo que j'ai sortie qui est sur Freud. En fait, c'est une série de vidéos et donc la suite va arriver incessamment sous peu. Qui a un style très particulier où je m'incruste dans des films, enfin dans des plans de films. C'est particulier. Tout en essayant de vulgariser toujours la psycho, etc. Donc je vais montrer un peu en exclusivité. Je crois pas l'avoir montré, mais peut-être que je l'ai déjà fait, je sais pas. Parce que c'était il y a longtemps que j'ai fait cette petite intro. Il y a 3 mois, ouais, il y a 3 mois. Aucune vue, donc non, clairement je l'avais pas montré. Comme Voilà. Là, c'est l'intro. Voilà, allez, exclusif. on se retrouve. La dernière fois, on parlait de Freud, sa vie, son œuvre. Mais quel est son héritage? Aujourd'hui, on va s'attarder sur certains de ses disciples. Au programme, amour, gloire et rupture. Pourquoi êtes-vous encore dehors? Vous vous faites du souci à cause de cette étrange... Cette histoire, voilà, c'est toujours bizarre de faire son auto-promo comme ça. Donc j'essaie d'agrémenter de commentaires de Ria. Dans la vidéo sur Freud, ces séquences-là de transition, de chapitrage, etc., il y avait de la musique derrière. Et là, j'ai plutôt mis des séquences qui étaient la première façon dont j'avais pensé le truc. Et pareil pour la vidéo qui arrivera après, j'ai plutôt mis des extraits de films, quoi. personnage, ce pingouin héroïque. Il sait qui sont ses parents, je le sens. Il n'a pas encore tout dit. On a déjà parlé d'Alfred Adler. Ce qui fait que C'est un peut-être, médecin. je suis en train de réfléchir en même temps, peut-être que ces séquences-là où je suis en train de parler manquent de musique, du coup. Parce qu'il y a peu de musique, et peut-être que ça vaudrait le coup que j'en ajoute. Je suis en train de réfléchir en même temps que je regarde. Autrichien né en 1870, il a grandi dans une famille juive à l'est de l'Autriche et fera ses études à Vienne, où il rencontrera dans Je suis un assez groupe satisfait d'étudiants du socialistes rendu de cette celle qui deviendra incrustation. sa femme. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 4 enfants pour être exact. Adler s'installe comme ophtalmologue dans un quartier pauvre de Vienne. En 1902, il fait partie des premiers disciples de Freud dans ce qui s'appelle la Société psychologique du mercredi. Donc voilà, on voit que tout ça n'est qu'un test. Voilà, c'était pas fait pour être diffusé, mais c'est diffusé, n'est-ce pas? Là, je suis assez satisfait de comment on rend l'incruste, surtout que en fait, je me suis filmé en solo, donc la lumière, machin, enfin, j'ai tout fait en solo, donc j'ai choisi les images au moment où je tournais, et après il faut que je retrouve au montage parce que comme je suis pas très bien organisé, j'ai pas gardé les images, etc. Et là-dessus ça marche plutôt bien, et du coup souvent c'est des images extraits de films. Alors là tu vas pas forcément reconnaître, mais souvent les extraits de films font pas cette taille-là. Donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise l'intelligence artificielle pour combler l'espace vide. Une espèce de boys Et là, club ça marche plutôt bien. dans laquelle des psychothérapeutes On dirait pas que c'est extrait d'un se film, racontent des histoires de mais patients au coin du feu. ça marche. En 1908, le Boys Club doit se dissoudre, car il est de plus en plus impossible de ne pas intégrer de femmes. Des Louise von Kapierska, des Margaret Hilferding vont être intégrés à la Société psychanalytique de Vienne. Dans la version finale, quand je cite les noms, en fait, on voit les photos des gens. Donc voilà. Si je rajoute du son, le micro. Alors là c'est pas du tout mixé. C'est vraiment. Je voulais voir le rendu parce que comme ces incrustations là, ça fait travailler mon PC. J'avais besoin d'exporter pour voir le rendu, et donc c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que les textes sont pas avec la bonne police, le son est pas mixé. Ce groupe sera d'abord présidé par Alfred Adler, mais pas pour très longtemps. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses comme ça, par exemple. psychanalystes Il y a des glitches. Et je crois que j'ai pas pu. Je crois que ça, je l'ai à l'enregistrement, donc je l'ai toujours à la fin, quoi. apprécie de moins en moins les vues d'Alfred Adler. Lui se centre beaucoup sur la liberté de l'individu. Là où, pour Freud, l'individu est avant tout enchaîné à ses pulsions. Enfin, Freud lui interdira d'utiliser le terme de psychanalyse, donc il fondera plutôt la Société de psychologie individuelle. En 1911, Adler quitte la Société psychanalytique de Vienne. Il sera suivi par Margaret Hilferding et il fondera l'Association pour la libre recherche en psychanalyse. La rupture entre Freud et Adler n'est que le début de toute une succession de ruptures qui a lieu au début des années 1910. Tu as appris à enfouir ta culpabilité sous la colère. Je vais t'apprendre. Ce qui est possible, c'est que les glitches
a été créé au moment où j'ai transféré depuis la carte vers mon PC. Parce que c'est des fichiers assez lourds et voilà, vu que j'ai tout fait, j'ai pas vérifié les fichiers. Bon, après, une fois que c'est fait quoi. Apprendre à l'affronter et à faire face à la vérité. Tu sais te battre contre 6 hommes. Nous pouvons t'enseigner comment défier 600. Ah, c'est très bizarre, moi-même j'étais pris dans le truc. Ouais, je m'attendais à voir la suite alors que c'est moi qui l'a fait et que je sais c'est quoi la suite, bref. Ok, donc voilà, c'était... Ça sortira, ce truc est quasi prêt. Juste là, en revoyant, je me suis dit, ouais, peut-être je vais rajouter de la musique sur les séquences là où je parle, mais sinon, en dehors de ça, c'est prêt, quoi. Ça a été un peu galère sur divers trucs. Et ce que je propose, c'est qu'on... Vas-y, on va quand même écouter la version studio de Kojey Radical, Kwame Nkrumah. On va peut-être regarder les paroles en même temps. Parce que ça va être le sujet de ce soir. Voilà, on va rentrer enfin dans l'émission. Ce son-ci, là, il est pas fort. Would you mind if I took a second to rent? Would you respect me as a man if I gave you anything less than me? My delusions of grandeur inform beginning your assumptions far past the comprehension of narcissism. I really do feel like I'm the feces you perceive me to be. Ce que j'ai trouvé intéressant, I step forth in course direction. This self-esteem expliquait que obstacles I've grown accustomed. en fait, il connaissait pas trop Kwame Nkrumah. Merci Néliam le film pour le son monte. Je vais baisser un peu. Il expliquait, je connaissais pas trop Kwame Nkrumah, c'était mon père qui en parlait beaucoup. Et pour moi c'était ok, un vieux président et tout. Et après il a creusé un peu. Et il s'est dit waouh, dinguerie l'histoire de ce gars, pourquoi je le connaissais pas quoi. Moi je connais pas trop Kwame Nkrumah, vraiment juste 2-3 trucs. Donc on va découvrir ce soir et je vais parler après quand on passera comment ça va se passer quoi. Would it be selfish if I prayed for patience when the only time I do is when my soul feels vacant? See blues in the muddy water, sing my sorrows in the truth. Is a poem still a poem if it's self-centered? Find I write just to center myself. See the proof from without belief. Another in begin to vent, preach peace. Take a couple lines to the 1%. Oh, I must be. I was given over option, propped up to position by leaning on all my problems. Hidden dialogue. Know what they pay me as. I'm human. Don't we share the same species? If I must be the radical, don't shoot me for a retweet. C'est même pas mon nom. Sing about me. Sing my lows as well as victories. Teach my wrong and speak my history. Draft just how they remember me. A man of action and a thought, and of course a couple daisies by my corpse, so I must be. Trust me. You agree and I'm the hero? If you don't, then it's fuck me. I don't talk my truth for hugs. I don't need you all to love me, just to listen. Forgiveness or permission. I've been around the kings. I've been around the victims. I've been around the queens. I've been around the riches. I fasted with the Muslims. I prayed with the Christians. I've been around the desperate. I know why they did it. I've lived through the evils. I've stood with the people and they look at me. And they look at me. And they look at me. Ok. Je suis pas très fan. C'est un peu trop doux, trop brûlé. Ah là ça part là. Hey. Ok, revendicatif quoi. It's really much harder maintaining. I pray for peace, pray for patience. Hope they can hear my frustrations. I wear my beard like a fragrance. You want the fault on my cages. I cry the tears of a nation. They think they're Donnie Montana. I think I'm Kwame Nkrumah. I think I'm Kwame Nkrumah. You will not give me my freedom. I cry the tears of a nation. They think they're Donnie Montana. I think I'm Kwame Nkrumah. J'ai bien aimé cette phase. Ils pensent qu'ils sont Tony Montana. Je pense que je suis Kwame Nkrumah.
Voilà, sur la question des figures qu'on se donne, etc. Voilà, pourquoi aller chercher la figure du gangster quand on a des figures comme Kwame Nkrumah. Mais qui est Kwame Nkrumah? C'est la question à laquelle on va répondre. Là, tout de suite, il faut que je repasse en facecam là, pour faire une intro, parce que voilà, tout ça, c'était juste pour le live. Ça n'existera pas dans le replay. Et bien le bonsoir, parce que voilà, je dis bonsoir alors qu'on vient de se quitter sur le live, mais si vous êtes en replay, c'est XX, ça commence. On va parler, comme je disais, de Kwame Nkrumah, premier président ghanéen, figure de la libération du Ghana, figure du panafricanisme, j'allais dire, au pouvoir. Et donc, voilà, sans plus tarder, on va démarrer ça. Alors, c'était un peu difficile, parce que là, ce stream, il s'inscrit dans un cycle autour de figures africaines. On avait vu Sankara, on avait vu Lumumba, et on avait regardé des films autour d'eux. Alors Sankara, je sais plus, c'était plus un reportage, je crois. Ouais, c'était plus un reportage. Et Lumumba, c'était une fiction. Mais voilà, il y avait du contenu dispo même sur YouTube, etc. Kwame Nkrumah, c'est plus difficile. Il y a des choses, on va regarder des choses, etc. Mais tu sens que déjà c'est une figure non francophone, moins connue que Sankara, Lumumba. Et donc tout de suite il y a moins de choses. J'ai dû voilà, aller fureter un peu à gauche, à droite. Et donc tu tombes sur des sources, parce que j'essaie aussi de réfléchir à ce que je montre ici. Et donc parfois tu tombes sur des sources où tu dis ouais, mais alors qu'est-ce que fait ma chatte? Enfin, c'est pas ce que tu te dis, c'est ce que je me dis là actuellement. Ok, bref. Donc tu tombes sur des trucs. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo de la télévision nationale chinoise. Je me suis dit, ouais, est-ce qu'on va prendre ça comme source? Je sais pas. Peut-être c'est intéressant, peut-être ça l'est pas. Voilà, voilà, ça pose des questions de point de vue. Et donc, ne pouvant pas trouver quelque chose qui me satisfaisait suffisamment. C'est-à-dire, moi, ce que je cherchais, c'était un format de 40-50 minutes, maximum 1 heure, avec plutôt un point de vue à minima progressiste, quoi. Et ne trouvant pas exactement ce format comme ça a pu être trouvé sur les autres figures, je me suis dit, bon, bah, ok, mais on va croiser les regards. On va assumer d'avoir des regards qui peuvent être différents et voir comment chacun va raconter l'histoire de Kwame Nkrumah. Mais bon, j'ai dû faire des choix et on va démarrer tout de suite avec la télévision nationale, non pas chinoise, mais ivoirienne. Potentiel à ce moyen de cultiver ce bien. Ok, donc 2 minutes, juste vite fait pour petite intro, c'est qui ce gars-là qu'on appelle Kwame Nkrumah, dont j'arrête pas de parler, etc. Voilà, petite intro pour comme mise en bouche d'après la télévision nationale et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Donc, normalement, voilà, à partir de là, dans 2 minutes, on saura tout sur Kwame Nkrumah. On sera en mode, bah, est-ce que ça sert de continuer le live? Mais on va quand même continuer le live. Ok. Attends. Waouh. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Donc, petit générique où ça se marre bien. Et surtout, on entend le audio jungle, qui est quand même le truc qui fait plein de musique, etc. Où non, t'es censé payer. Et pour que tu payes, en fait, ils te mettent ce petit tag. Parce que ça te dit que ça n'a pas été payé, la musique. Et franchement, il est léger. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kwame Nkrumah. Ce grand homme africain est un indépendantiste et panafricaniste ghanéen. Il est né le 21 septembre 1909 en Krofoul, alors Côte de l'Or et actuel Ghana,
et est mort Voilà, le qui 27 s'appelait avril voilà, 1960. beaucoup d'informations vu qu'il fait en 2 minutes. Donc, né en Côte de l'Or, donc ce qui est actuellement le Ghana, et né au début du XXe siècle. Et mort en 72. À Bucarest. Bien le bonsoir, Kwame Nabil. Tu arrives Nkrumah pile a au mené moment où une on commence l'histoire de Kwame Nkrumah. haute lutte avec le Ah, il est colonisateur mort à anglais Bucarest. pour mener son pays à l'indépendance. Il a ensuite dirigé le Ghana indépendant en tant que Premier ministre de 1957 à 1960, puis en tant que ensuite président de 1960 à 1966, avant sa destitution par un coup d'État. L'ancien président ghanéen est l'un des pionniers du panafricanisme. Déjà en 1945, il participe à l'organisation du Congrès panafricain. Alors, pionnier, oui, enfin, ça existe déjà des années avant, mais coup d'État financé par qui? Ah, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Je me demande si c'est pas la CIA qui est derrière. Non, je vais pas. Mais c'est probablement les Américains. Mais je vais pas. Dans sa gestion du Ghana en tant que Premier ministre. Enfin, sans doute, on va regarder. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plusieurs vidéos sur l'histoire de Kwame Nkrumah. Donc, sans doute qu'il y en aura au moins une qui va expliquer d'où vient le coup d'État au Ghana. Il avait adopté une politique d'africanisation de l'administration, de panafricanisme et d'anticommunisme. Il décida de développer les infrastructures de son pays grâce aux excédents de l'Office de commercialisation du cacao. Le jour même de l'indépendance, le 6 mars 1957, il décida d'abandonner le nom colonial du pays au profit de l'actuel, en hommage à l'Empire du Ghana. Au niveau du continent, il a revendiqué l'indépendance immédiate de l'Afrique et a prôné la... C'est ça, alors on va écouter ce discours, mais il a un discours où il dit l'indépendance du Ghana n'a pas de sens sans l'indépendance de toute l'Afrique. Et donc c'est vraiment... Ces deux trucs-là qu'on va voir, c'est la question ghanéenne pure. Enfin, j'imagine que c'est ce qui va être expliqué. Et la question panafricaine est donc le fait de ne pas voir juste ce bout de terre, mais de voir l'ensemble du continent qui a subi la conférence de Berlin, je vais le dire comme ça. Formation d'une identité supranationale, les États-Unis d'Afrique, qui permettra au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. En mars 1963, il participa activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, même si son idée de créer un gouvernement central africain ne fut pas retenue. Des années après sa mort, ses idées de panafricanisme sont encore évoquées et l'homme est toujours présent dans l'histoire africaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Mais tu t'es pas trompé. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. C'était... Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Paulus, salut à toi Paulus, à tantôt. MI6 plus CIA, dès qu'il y a un sale coup, ils sont pas là. Ouais, j'ai un peu pré-shot, ok, donc on va rentrer un peu plus en détail sur l'histoire de Kwame Nkrumah, avec ce qui est visiblement un format qui était fait par Alain Foka, je pense que c'était les archives de l'Afrique, un truc comme ça, mais qui est posté sur une autre chaîne que sa chaîne, qui est précisément sur la question de sa mort, plus précisément. Je pense que Nkrumah a commis peut-être certaines erreurs d'appréciation, d'abord en sous-estimant la force de la bourgeoisie ghanéenne, qui était une des... Mais vraiment, tu mets ton logo sur des images que tu es allé franchement. Rare bourgeoisie africaine qui soit pratiquement nationale. À cela, il faut ajouter la frange réactionnaire de l'armée aussi. Et je pense aussi que Nkrumah a surestimé la force des masses qui ont été victorieuses dans la lutte pour l'indépendance, mais qui ne pouvaient pas être mobilisées de la même manière pour l'idéal panafricain. Or, le Ghana a investi vraiment tout son poids dans le panafricanisme, beaucoup d'énergie, de temps, de ressources matérielles et humaines, avec un volontarisme extraordinaire. Okay, donc on peut dire en gros que il a... Pas à quel point je trouve le format pas très... plus concentré son effort sur le panafricanisme et a fini par oublier les réalités même de son pays, non? Donc voilà, Ghana, panafricanisme, peut-être l'équilibre. Mettre un peu en sourdine, c'est-à-dire qu'il a mené des batailles révolutionnaires sur plusieurs fronts,
par exemple pour construire le barrage d'Akosombo, pour la formation, pour aider les mouvements de libération qui étaient vraiment très développés autour d'Accra, par exemple, pour le non-aliment, contre l'apartheid. Vous savez, ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup en même temps, oui. Quant aux causes externes, il faut bien dire que c'était la guerre froide. Et en s'inscrivant dans le camp socialiste, même si ce n'était pas le communisme, Kwame Nkrumah a tiré sur son pays véritablement des attaques en règle. Du moment qu'il rejetait le néocolonialisme, la guerre froide a été soldée pour le Ghana par des échecs considérables. As I have said over and over again, the independence of our separate states is meaningless unless the whole of Africa becomes free and united. Comme je n'ai cessé de le répéter, l'indépendance de nos États séparés n'a pas de sens à moins que l'Afrique entière n'obtienne la liberté et l'unité. Les résolutions que nous avons adoptées ici sont un symbole de notre détermination à nous unir et à rester unis dans une communauté africaine avec des aspirations et des objectifs communs. Même si en ce mois de mai 1963, les résolutions et les textes fondateurs qu'il avait préparés et qu'il voulait imposer à cette rencontre fondatrice de l'organisation... Ouais, elle est grave mal faite, je vais pas rester sur la vidéo, hein, je vous cache pas. Mais ce générique, je le connais, mais je le reconnais pas, je sais plus c'est quoi ce générique. ...de l'unité africaine n'ont pas été adoptées. Kwame Nkrumah est content. Content de... Bref, j'ai oublié, c'est quoi ce... Bref. Effectivement, la vidéo... Ah ouais, non, c'est pas ouf du tout, quoi. C'est... Ok. On va passer à une autre vidéo, parce que ça va raconter un peu les mêmes événements. Voilà. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je vais entendre la focale là-dessus, mais tant pis. On va plutôt regarder Histoire d'Afrique. Alors, je me demande comment est cette chaîne, parce que il y a plein de vidéos qui ont l'air de pouvoir être intéressantes, donc peut-être qu'on y reviendra. On va, ouais, non, Africa Flashes, plus jamais. Par contre, Histoire d'Afrique, on va essayer de juger aussi, et on va voir si on y retournera ou pas. Août 1962, les officiels... Je crois que Histoire d'Afrique, il y a vraiment l'idée de... Je fais... Ah ouais, ça prend des images de la télé chinoise, ok. Je fais des documentaires sur des histoires de l'Afrique, etc. Bon, on va voir à quel point c'est travaillé. C'est quelqu'un qui est passionné de l'Afrique et d'audiovisuel. Donc peut-être ça va être mieux travaillé. Avec impatience l'arrivée du président Kwame Nkrumah. Parmi eux, une jeune écolière, innocente, enthousiaste de remettre le bouquet de fleurs au président. Mais ce jour, le destin bascule. Au moment qu'elle remet le bouquet au président, une détonation retentit, laissant la jeune fille morte sur le coup. En réalité, dans le bouquet de fleurs était cachée une grenade. Miraculeusement, Kwame Nkrumah survit. C'est le énième acte d'une série d'attaques contre sa vie. Ah ouais, c'est chaud. Ok, donc déjà, déjà on commence... Paf, le spectacle, tout de suite on vous dit, voilà, il s'est passé ça, on est intrigué, on a envie de connaître l'histoire tragique de Kwame Nkrumah, puisque c'est ce qu'on nous promet. Février 1966, alors qu'il est en visite en Chine, sur les ondes de la radio nationale ghanéenne, le colonel Katuka prononce ces mots. Citoyens du Ghana, je viens vous informer que les militaires, avec la coopération de la police, se sont emparés du gouvernement du Ghana. Le mythe entourant Kwame Nkrumah a été brisé. Le Parlement a été dissous. Kwame Nkrumah a été démis de ses fonctions. Pour la chute du docteur Kwame Nkrumah, je n'avais jamais vu une telle explosion de joie. Mais comment cet homme qui s'est battu pour l'indépendance de son pays, qui a lutté pour l'unité africaine, a pu être la cible de plusieurs tentatives d'assassinat dans son propre pays? Comment et pourquoi cet homme qui a développé son pays, lui qui combat le néocolonialisme, qui est très aimé et respecté à l'échelle nationale et continentale, peut être aussi facilement écarté du pouvoir? Dans cette vidéo, on va parcourir la vie captivante de l'une des figures les plus emblématiques de l'Afrique. Restez donc bien scotchés s'il vous plaît. L'histoire de Kwame Nkrumah, c'est maintenant. Allez! Bon, Kwame Nkrumah naît le 21 septembre 1909 en Crawford, ville frontalière avec la Côte d'Ivoire, située dans le sud-ouest de la Gold Coast, colonie britannique. En vrai de vrai, quand j'ai vu, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu les miniatures et tout, je me disais, ah ouais, raconter des histoires comme ça et tout, faire des vidéos comme ça, je pense être capable de bien le faire. Je me dis, est-ce que ce serait intéressant? Est-ce qu'il y a un truc
aller chercher ou pas. L'actuel Ghana. Issu d'une famille modeste, il fait ses études primaires à la mission catholique romaine. Après l'obtention de son CEP, il est remarqué par un inspecteur colonial qui l'envoie poursuivre ses études à la prestigieuse Ashimota School à Accra. Puis, il va au Prince of... Bon, là, le montage et tout, l'image qui... Bon, il tente des trucs en tout cas. Ville College, la célèbre école normale de la ville. À sa sortie, il devient enseignant. Témoin et victime de discrimination et d'injustice que subissent les Africains, il commence déjà à ce moment à avoir un penchant pour la politique et un mépris pour les colonisateurs. Malgré qu'il est aussi attiré par le métier de prêtre, rêve l'habite depuis toujours d'aller continuer ses études aux États-Unis d'Amérique. Dans la foulée, il fait la connaissance du docteur Nnamdi Azikiwe, qui vient de retourner au pays après avoir fait ses études aux États-Unis d'Amérique. Il est le directeur d'un journal à Accra. Le docteur Nnamdi Azikiwe deviendra plus tard le premier président du Nigeria. Bon, c'est cet homme qui encourage Nkrumah à se rendre aux États-Unis. Nkrumah, à ce moment, n'a pas assez d'argent. Sa famille l'aide alors à payer les frais afin qu'il puisse arriver en Grande-Bretagne, car c'est là-bas qu'il doit demander son visa pour les États-Unis. À son arrivée aux États-Unis, Nkrumah n'a que $45. Il peut heureusement compter sur la générosité qui anime la diaspora africaine à cette époque. Il séjourne d'abord à Harlem, puis va s'inscrire à l'université de Lincoln. Et dans cette Amérique en pleine ségrégation raciale, cette université est la seule qui peut donner des enseignements de bonne qualité aux Noirs. Et malgré qu'il n'a pas assez d'argent pour payer ses études universitaires, l'université l'accepte. Brillant élève, il obtient rapidement une bourse qui amortit ses frais universitaires. Et à côté des études pour survivre, il multiplie des petits boulots. En parallèle, il fréquente tous les milieux politiques. Et de 1942 à 1946... Là, tout de suite, on voit la difficulté. Voilà, je disais, ah ouais, je pense que je pourrais faire des trucs bien, machin. Là, on voit la difficulté à laquelle je me suis confronté dans les vidéos Mairie des Fous que j'ai faites. C'est que c'est compliqué de matcher entre ce qu'il raconte. En fait, l'histoire les archives sur Kwame Nkrumah, elles se concentrent sur une période, et la période dont il parle, il n'y a pas tellement d'archives, et donc il est obligé de mettre des trucs, des images de lui, mais du coup, ça raconte autre chose. Il est en train de raconter qu'il est allé en Grande-Bretagne pour aller demander de l'argent à la communauté, et tu le vois avec la famille royale, comme si c'était la famille royale qui avait payé ses études, quoi. C'est comme si tu devenais président de l'Algérie sans le côté avoir une bourse et réussir ses études. 5. Il est le président de l'association des étudiants africains d'Amérique et du Canada. Il faut quand même avoir la bourse et réussir les études, quoi. Nkrumah lit beaucoup. Pourquoi il y a 5. En parallèle, il fréquente tous les milieux politiques. Et de 1942 à 1945, il est le président de l'association des étudiants africains d'Amérique et du Canada. Nkrumah lit beaucoup les écrits de Karl Marx et de Marcus Garvey. Et il est principalement intéressé par les théories du retour en Afrique et de l'Afrique aux Africains de Marcus Garvey. Il finit par obtenir une licence en c'est comme ça qu'il va se rattacher au panafricanisme. Économie et en sociologie en 1939. En parallèle de son inscription dans un cursus de théologie à l'université de Lincoln, il s'inscrit en master à l'université de Pennsylvanie, de laquelle il obtient en 1943 un master en philosophie. En 1940... Sorti de nulle part. Ok. Pendant la deuxième... C'est qui donc? C'est Churchill, Staline, c'est Eisenhower là? Je connais pas la tronche de ce gars. Je connais la tronche de ce gars, ça me parle. Deuxième guerre mondiale, le premier ministre britannique Winston Churchill et le président des USA Franklin Roosevelt écrivent et signent la charte de l'Atlantique dans laquelle ils affirment et reconnaissent le droit de tout peuple à choisir la forme de gouvernement sous lequel il veut vivre. Kwame Nkrumah et Nnamdi Azikiwe demandent que ce texte s'applique aussi à l'Afrique. Une idée à laquelle... Ah ouais, il y a un droit des peuples. Bah ouais, nous on est un peuple, donc on a le droit. On va choisir notre gouvernement. Le premier ministre britannique s'oppose fermement. En juin 1945, Kwame Nkrumah quitte les États-Unis pour Londres parce que, disait-il, il veut combattre son colon de plus près. Mais peu avant de quitter les États-Unis pour la Grande-Bretagne, il rédige la brochure vers la libération nationale dans laquelle il développe son analyse du colonialisme. Celui-ci est décrit comme conséquence des besoins du capitalisme d'accéder à des matières premières au moindre coût, de disposer d'une main-d'œuvre bon marché et d'écouler les surproductions. Les discours sur la mission... C'est trop chiant que les illustrations Prichas qui va dire, en plus la même animation tout le temps, c'est pas extraordinaire, mais sa narration par contre elle est bonne. Civilisatrice et sur l'éducation des indigènes ne sont pour lui que des prétextes pour dissimuler la réalité du colonialisme. Cette brochure fâche vraiment les colons et il la censure. Une fois arrivé à... Ah waouh.
Vraiment les animations photos qui prend là. Bref. Londres, il intègre le syndicat des étudiants d'Afrique occidentale. Et en octobre 1945, il est co-rédacteur avec le militaire. Il est un peu flemmard. Il aurait pu mettre une photo de Londres en 45, genre. Où je pense que tu peux trouver des vidéos de Londres en 45. Tant communiste Georges Patmore de la déclaration finale du Congrès panafricain de Manchester, la plus importante des conférences organisées par les Africains. Aimé Césaire, la veuve de Marcus Garvey, Kamuzu Banda, Johnson Kenyatta qui deviendra plus tard le président du Kenya et d'autres grands noms sont présents. Après le Congrès de Manchester, il sera à Paris pour parler de son idée de l'unification de l'Afrique à Léopold Sédar Senghor et à Félix Houphouët-Boigny qui se méfient directement et trouvent le projet ridicule. Travailler l'image. En 1947, les nationalistes au Ghana s'unifient et ridicule. À Léopold Sédar Senghor, Congrès de Manchester. C'est vrai que du coup, oui, ça passe juste en audio, mais là, bon, je peux mieux faire quoi. Il sera à Paris pour parler de son idée de l'unification de l'Afrique à Léopold Sédar Senghor. Je sais pas à quel point j'ai tenté un format dans le genre ou pas, parce que je sais à quel point t'as monté 20 minutes sur des trucs où t'as pas d'archives sur certaines périodes, c'est un peu chiant. Mais je sais pas à quel point ça serait intéressant ou pas. Voilà, en podcast. Hein, mais... Il y a Félix Houphouët-Boigny qui se méfie directement et trouve le projet ridicule. En 1947, les nationalistes au Ghana s'unifient et forment ensemble un parti politique, l'UGCC, Unity Gold Coast Convention. Ako Adjei, un des amis de Kwame Nkrumah de l'université de Lincoln, qui est rentré au pays et exerçant comme... La photo en fixe, pendant que la caméra derrière bouge, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Qui sont ces gens? Explique, frère, je montre les vidéos à quelqu'un qui n'a pas les refs, il est perdu. Donc même la narration, il y a des limites. C'est vrai, c'est vrai. Avocat propose aux dirigeants du parti d'engager Kwame Nkrumah comme secrétaire salarié du parti. Ils acceptent et proposent à Nkrumah 100 livres sterling par mois et une voiture de service. Nkrumah accepte et c'est ainsi qu'en novembre 1947, Kwame Nkrumah fait son retour dans son pays natal. L'UGCC est cependant essentiellement constitué... C'est vraiment gratuit, hein. Et un Mohamed Ali Sauvage à Paris. De notables et de bourgeois relativement désintéressés par les vrais problèmes des plus pauvres. Nkrumah décide alors de transformer l'UGCC en parti de masse. 3 journaux de propagande sont créés et rencontrent un grand succès. Le parti se dote d'une branche jeunesse et Nkrumah multiplie les conférences. L'administration coloniale réagit par la répression. 6 dirigeants du parti sont incarcérés et les publications de Kwame Nkrumah sont censurées. En 1948, les Ghanéens boycottent les commerces et grèvent. Il y a des agitations de masse. Les marchandises importées par les Européens sont trop chers pour les locaux. Le peuple se plaint alors que les prix fixés sont beaucoup trop hauts par rapport à leur pouvoir d'achat. Kwame Nkrumah organise les manifestations. La police ouvre le feu sur les manifestants, provoquant une vingtaine de morts et des centaines de blessés. Les dirigeants de l'UGCC prennent peur et démettent Kwame Nkrumah de sa fonction de secrétaire général. Les colons l'accusent aussi d'avoir créé l'agitation. Il est ainsi arrêté et jeté en prison. Malgré qu'il est en prison, il continue de rédiger des discours. C'est un peu des chiens de l'avoir lâché comme ça. Parce que quand tu le démets comme ça, l'administration coloniale, elle sait qu'elle peut s'en donner à cœur joie, bref. Anticolonialiste pour les partisans qui sont à l'extérieur. Ces discours sont lus et les Ghanéens se mobilisent et continuent de manifester. Peu de temps après sa sortie de prison, le 12 juin 1949, Nkrumah annonce devant 60 000 personnes la fondation d'un nouveau parti, le Convention People Party, CPP, avec pour objectif l'indépendance du pays. Nkrumah appelle encore au boycott et à la désobéissance civile, mais dans la non-violence, ce qui va quand même lui valoir d'être arrêté encore par les autorités britanniques en 1950 et jeté à la prison de James Ford, où il est condamné à 3 ans de prison. Malgré qu'il est en détention, les grèves et les manifestations organisées par son parti, la CPP, aboutissent cette même année à la promulgation d'une nouvelle constitution prévoyant une assemblée législative dont 75 membres seront africains et aussi l'organisation des élections municipales. Le 8 février 1951, le CPP obtient 34 des 38 sièges du conseil municipal d'Accra et remporte également les législatives. Étant en incarcération, Kwame Nkrumah profite d'une faille juridique pour être candidat à Accra Central et il y obtient 95% des voix. Avec les Ghanéens qui veulent l'autodétermination, Kwame Nkrumah devient la première personnalité du pays juste après le gouverneur anglais Charles Arden Clark. Il est donc chargé des affaires gouvernementales. Mais il y a un problème, Kwame Nkrumah est en prison. Les Ghanéens font donc des marches et mettent la pression sur l'administration coloniale qui se retrouve obligée de le libérer. À sa sortie de prison... J'arrive à suivre après, il est un peu rapide. Alors il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais... Voilà, vous inquiétez pas si vous décrochez.
Parce que on va... Alors, attendez. Parce que j'allais dire, on va réentendre l'histoire. Mais je vérifie, parce qu'après, on va passer à... Ouais, après, on va passer à la commémoration des 50 ans de sa mort. Mais sans doute qu'on réentendra l'essentiel, quoi. Nkrumah fait du Nkrumah. Il multiplie encore des conférences, au cours desquelles il réclame l'indépendance du pays et devient ainsi de plus en plus populaire. En se basant sur sa politique d'africanisation de l'administration, il licencie les fonctionnaires blancs et emploie des Ghanéens. Il décide de développer les infrastructures du pays. C'est ainsi que le domaine de l'éducation et celui de la santé enregistrent de véritables progrès. En 1954, il permet aux femmes d'avoir le droit de vote. Après les élections législatives de 1956, le CPP, qui compte déjà plus de 700 000 membres, remporte les 3 quarts des sièges. Avec tout ce succès, Kwame Nkrumah multiplie alors les conférences et oblige les Britanniques à donner l'indépendance à la Gold Coast. Indépendance qui est proclamée par lui-même le 6 mars 1957. Que ceux qui portent un chapeau l'enlèvent. Écoutons l'orchestre jouer notre hymne national. Et à partir de maintenant, cet hymne national est l'hymne national de la Côte de l'Or qui sera joué à toutes les occasions. À la proclamation de l'indépendance, c'est avec les larmes aux yeux qu'il déclare que l'Afrique est capable de se gouverner elle-même et que les Africains doivent être autorisés à commettre leurs propres erreurs. Le jour même de l'indépendance, Nkrumah décide d'abandonner le nom colonial du pays au profit de Ghana en référence à l'Empire du Ghana. Du 6 mars 1957 au 1er juillet 1960, il n'est que Premier ministre du Ghana, car c'est le 1er juillet 1960 que... Là où, voilà, je mettrais des nuances par rapport à ce que je disais sur la narration, c'est que cette narration est très basée sur les dates. Voilà, il a fait ça, après il a fait ça, après il a fait ça. Ça, c'est des trucs vraiment insupportables, genre en cours d'histoire et tout. Voilà, il s'est passé des trucs, machin. Voilà, c'est de l'histoire plus racontée, c'est plus de la chronologie de l'histoire, en fait. Il faut nous donner des biscuits. Quand tu dis le Ghana en référence à l'Empire du Ghana, donne un peu de croquettes, fais-nous sentir de qu'est-ce que ça signifie, quelle est la symbolique derrière, en dehors du fait que c'est un ancien empire, quoi. Le Ghana devient une république et Kwame Nkrumah en devient le premier président. Une fois à la tête du pays, il veut diversifier l'économie, développer le pays et réduire sa dépendance avec l'extérieur. C'est ainsi que le développement d'une industrie lourde et une série de grandes réalisations sont lancées, parmi lesquelles nous pouvons citer la construction du gigantesque barrage hydroélectrique d'Akosombo, la construction du grand port de Tema, l'augmentation de la production de cacao et d'or. Le Ghana devient l'un des premiers producteurs de cacao dans le monde. La construction de quelques usines qui diminuent fortement le taux de chômage. Il entreprend aussi la construction d'un vaste réseau routier dont le plus connu, l'autoroute de Accra à Tema. Il entreprend aussi la modernisation et l'aménagement de... C'est dommage parce que dans ce qu'il veut raconter, je trouve que c'est intéressant. Ça pourrait être raconté de façon plus intéressante. C'est pas totalement nul dans le sens où on revient de loin là. Celui d'avant c'était pas possible, mais... Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, la construction des hôpitaux, des écoles, des chemins de fer. En 1962, l'école primaire rendue gratuite obligatoire et l'éducation supérieure le devient en 1965. Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles, qui ne dépassait pas les 150 000 dans les années 1952, atteint 1 135 000 au milieu des années 60. Il supervise la création du Musée national du Ghana qui ouvre le 5 mars 1957. Il construit la bibliothèque de recherche sur les affaires africaines en juin 1961 et crée en 1964 la Ghana. Voilà, telle année il s'est passé ça, telle année il s'est passé ça, et du coup, on s'en fout, tu es déjà en train de passer à autre chose quand on est en train d'enregistrer ce qui s'est passé en quelle année. FIB Corporation. En 1962, il ouvre également un institut des études africaines. Des dispositifs législatifs adoptés en 1959 et en 1960 créent des sièges réservés aux femmes au sein du Parlement. Quelques femmes sont aussi promues au comité central du CPP. Un effort est fait pour faciliter l'entrée des femmes en université et dans... Peut-être qu'ils vont être intéressants, c'est... Bon, je pense qu'il ne va pas développer, mais ok, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de toutes ces places données aux femmes? Est-ce qu'il y a un héritage de Kwame Nkrumah? Est-ce que tout a été liquidé par le coup d'État, etc. Et donc après, ce qui va être intéressant, c'est l'histoire du coup d'État aussi. Et
Et tout l'aspect panafricain là qui est passé un peu voilà, sous silence parce qu'il y a la question de la construction du Ghana. Certaines professions, au-delà de l'agriculture et du commerce, notamment vers la médecine et le droit. S'il y a une chose qu'on ne peut pas oublier de dire sur Kwame Nkrumah, c'est qu'il est un panafricaniste engagé. Il est convaincu qu'aucun État africain ne peut résister individuellement aux grandes puissances. Il propose alors comme solution l'unité. En 1958, il organise alors la 7e conférence panafricaine qui est également la première conférence des États indépendants d'Afrique. En plus de revendiquer l'indépendance immédiate de l'Afrique tout entière, il prône la formation d'une identité suprême et commune à tous, les États-Unis d'Afrique, qui permettrait au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. La même année, après le nom de Sékou Touré au référendum pour la communauté africaine proposé par Charles de Gaulle, la France décide de vider le pays, laissant ainsi la Guinée dans une mauvaise situation économique. Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est très intéressant parce que voilà un homme qui a pris au mot. C'est marrant, et il a raison, je pense, de le faire, mais là, du coup, vu qu'il y a des archives, là, il se gêne pas pour faire la petite, pour aller plus dans le détail. Ce qu'il n'a pas fait sur d'autres sujets. Le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par de Gaulle-Focard, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle. Regardez l'archive de parce qu'il a fait l'objet de complots continuels. L'archive de l'INA, c'est sur de déstabilisation. C'est sur Sékou Touré. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la. En fait, je peux dire par la France, avec à la manœuvre Jacques Foccart. Jacques Foccart, évidemment, quand vous entendez Jacques Foccart, vous pensez France-Afrique. Il est le premier à apporter son soutien à la Guinée indépendante d'Ahmed Sékou Touré en lui accordant un prêt de 10 millions de livres sterling. Malgré qu'à ce moment la situation économique au Ghana n'est pas très stable, il déclare que c'est un impératif de céder entre Africains. Étant un premier pas vers une réalisation concrète du panafricanisme, en formant le 1er mai 1959 une union avec la Guinée, rejointe le 24 décembre 1960 par le Mali. Mais cette union ne va pas connaître un grand succès, car les autres dirigeants refusent de le suivre. Notamment les deux hommes qu'il a rencontrés à Paris quelques années plus tôt, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. En 1961, il publie son livre I Speak of Freedom, dans lequel il dit « Divisés, nous sommes faibles, mais unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien dans le monde. » En 1963, il publie son livre Africa Must Unite, dans lequel il réitère ces mots « L'Afrique doit s'unir ». La même année, il participe activement avec Sylvanus Olympio à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. En 1965, Nkrumah... dès que quelqu'un dit hey, les autres pays africains venez on s'unit, ils meurent. Oui. Analyse les rouages du capitalisme monopolistique international en Afrique et démontre que le néocolonialisme insidieux et complexe soutenu par certains dirigeants africains est encore plus dangereux que le vieux système colonial. Pour prévenir, il publie cette même année un livre intitulé Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Au Cameroun, les membres de l'UPC anticolonialistes qui réclament une vraie indépendance du pays sont traqués par l'armée française et les troupes du président Amadou Ahidjo. Kwame Nkrumah est le seul à leur apporter un soutien financier. À travers ces quelques éléments que je viens de citer, force est de constater que Kwame Nkrumah est un grand homme, un leader qui a une grande vision pour le Ghana et aussi pour l'Afrique en général. Mais, comme nous le savons tous, il n'y a pas de gouvernance parfaite. La musique. Bon, ces projets de modernisation et de développement du pays ont nécessité beaucoup d'argent. Surtout celui de la construction du gigantesque barrage hydroélectrique d'Akosombo. Le pays s'est très vite retrouvé dans une situation dans laquelle il dépense plus d'argent qu'il n'en gagne et le pays importe plus de biens qu'il n'en exporte, ce qui détériore la situation économique du Ghana. Au début des années 60, le prix du cacao chute et les prix des produits importés augmentent. Les grandes puissances s'attribuent à très bas prix les matières premières de l'Afrique et surfacturent les produits manufacturés. Bon, pour mieux comprendre la baisse du prix du cacao, avec le temps, la production de cacao... Tout le monde a cette coupe, hein. Ah ouais, c'était grave la mode, hein. Moi, c'est une coupe que je me fais aussi. Au Ghana est passé de 350 000 tonnes en 1960 à 440... Marais, elle n'est pas aussi profonde.
94 000 en 1965. Mais les recettes réalisées en 1965 sont beaucoup inférieures à celles de 1960. Il décide donc d'augmenter de 5% les prélèvements sur les salaires pour financer les projets d'État. Cette décision est très mal accueillie par les syndicats. En réaction, des grèves éclatent dans le pays et le régime de Kwame Nkrumah arrête 17 syndicalistes et les emprisonne. Alors que ses relations avec les pays occidentaux se dégradent, le président Kwame Nkrumah fait un voyage officiel d'une durée de 2 mois dans tous les pays du bloc communiste. À son retour, pour redresser la situation économique du pays, il opte officiellement pour le marxisme. Il adopte au Ghana sous la doctrine de Nkrumahisme. Ce Nkrumahisme se traduit par une forte politique d'investissement public de façon à réduire la dépendance économique vers l'étranger. Mais malgré que l'intention est bonne, le Nkrumahisme connaît un échec. Et c'est attends. Est-ce que mon son est faible ou est-ce que le son... je sais pas, je peux monter mon son un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu le schéma qu'il y avait avec Sankara sur les rapports avec avec le régime soviétique et le fait que ces indépendances, elles s'acquièrent en pleine guerre froide. Et où, du coup, en fait, si tu vas pas vers les occidentaux, ça te laisse peu de possibilités. Tu as soit l'autosuffisance, et à un moment, si tu veux justement porter le projet plus loin qu'une autosuffisance de ton pays, mais être dans un projet panafricaniste, mais en même temps, tu as des dirigeants qui sont pas pour, etc. Voilà, ça fait que de grandes charges pèsent sur peu de gens, sur peu d'États. Et du coup, bah, tu vas avoir à un moment besoin d'argent et donc tu vas te tourner vers les soviétiques, quoi. Cette période est marquée par un gaspillage des ressources naturelles, un accroissement de la corruption, une montée du chômage et la faillite du secteur agricole. On note aussi la mauvaise exploitation de la compagnie Ghana Airways. L'échec de cette politique économique provoque alors une augmentation du coût de la vie de 48% entre 1963 et 1966, ainsi que la désorganisation des marchés provoquant l'accroissement des ventes illégales et les ruptures de stock de nombreux produits. Et le Ghana pour le même truc avec une fin, j'allais dire une fin différente, mais c'est pas tant que ça, avec le même truc de coup d'état militaire, assassinat. Parfois, rationner le savon, le lait et d'autres choses qu'on achetait au stade d'Accra. Cela n'était pas digne du Ghana. C'est-à-dire, c'est sans doute un schéma qu'on va revoir dans tout ce cycle-là sur les figures africaines, parce que c'est certaines figures africaines très précises dont il s'agit. C'est des personnes qui ont su insuffler une motivation, un espoir auprès de foules jusqu'à se libérer du système colonial, ce qui est quand même une dinguerie, et qui, à l'instant où leur politique amène à des soucis économiques, c'est coup d'état militaire et assassinat, quoi. L'Algérie aussi, mais on est malin, on a nationalisé le pétrole, le gaz, gardé des bonnes relations avec la France. Jusqu'à récemment, les bonnes relations. Mais, Jeudi 2 janvier 1964, aux environs de 13h15, au moment où le président Nkrumah s'apprête à monter en voiture pour quitter sa résidence officielle de Flagstaff House, un homme tire 5 coups de fusil dans sa direction. Nkrumah est sauvé de justesse par Salifou Dagarty, un fidèle garde du corps qui s'est interposé pour protéger son chef. L'agresseur, dont l'identité n'est pas révélée, est arrêté et interrogé par la police. Par la suite, d'importantes mesures de sécurité sont prises à Accra et les forces de l'ordre réussissent à maintenir le calme. Et on revient sur Mohamed Ali. À cause de l'échec du Nkrumahisme et le désastre économique qui secoue le pays, Kwame Nkrumah est de plus en plus contesté et même abandonné par... Je sais pas si... Je connais pas... En vrai, ce qui est intéressant, là, dans cette photo, c'est pas que c'est Mohamed Ali. C'est que Mohamed Ali va mettre une tenue africaine, machin, et en fait, le panafricanisme, ça vient notamment de tous ces Afro-Américains qui rêvent d'Afrique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là. C'est à la fois un dirigeant politique et une figure afro-américaine importante, etc. et qui est un peu bandeuse d'Afrique, quoi. Ce côté-là est intéressant, je trouve. Il y a quelque chose à raconter avec ça, mais c'est pas ça qu'il veut raconter.
À cause de l'échec du nkrumahisme et le désastre économique qui secoue le pays, Kwame Nkrumah est de plus en plus contesté et même abandonné par ses proches collaborateurs. Et avec les tentatives d'assassinat qui se multiplient contre lui, il durcit son régime. En 1964, il adopte le parti unique, consolidant ainsi son pouvoir et supprimant l'opposition. Il se déclare président il s'est converti la là au liberté de la communisme. presse et les libertés civiles. Il Il fait voter la loi sur la détention stalinisme. préventive, qui lui donne ainsi le droit d'emprisonner une personne sans procès s'il juge la personne comme une menace. Il emprisonne ainsi plusieurs opposants et d'autres sont obligés de s'exiler comme le leader de l'opposition, Kofi Bouzia. Il devient... C'est intéressant, tu vois aussi comment on le fabrique comme ça. Tu vois que c'est pas la politique qui mène au début, mais des contingences économiques, des attentats, etc. Voilà. Mohamed Ali s'est pris en photo avec tous les dirigeants révolutionnaires africains. Oui, bien sûr. Mais ça raconte quelque chose. C'est pas juste la personne de Mohamed Ali. Ce que je veux dire, c'est que le panafricanisme, ça naît précisément de ça. Précisément de l'envie du retour à l'Afrique. Et en fait, cette photo-là, elle raconte en elle-même ce que c'est que le panafricanisme. C'est des Américains qui ont envie de retourner en Afrique et des Africains qui, pour certains, parviennent à prendre le pouvoir, à se libérer du joug colonial et à tenter de travailler à une unité africaine. Beaucoup plus autoritaire. Il encourage un culte de la personnalité. Il se présente ainsi comme un leader infaillible et indispensable, le Zagifo, le libérateur. En 1964, la Somalie est en plein conflit avec l'Éthiopie. L'Algérie a les problèmes avec le Maroc. Au Gabon, après le coup d'État, la France remet le francophile Léon Mba au pouvoir. 1964, c'est un coup dur pour Kwame Nkrumah. Il commence à douter de son plus grand projet d'unité africaine. Et après l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963, il se renferme de plus en plus sur lui-même et ne fait plus confiance à quelqu'un. Au Ghana, il veut décider de tout. Parfois, juste sur le coup de son intuition, sans preuve, il destitue et emprisonne de nombreux hauts fonctionnaires, les suspectant d'être en contact avec les puissances impérialistes. Les intellectuels et la bourgeoisie ghanéenne à ce moment sont contre ces dérives dictatoriales, contre ces pratiques. De ce fait, une nouvelle opposition contre Kwame Nkrumah naît, grandit de jour en jour, mais reste très silencieuse. Ayant déjà de très mauvaises relations avec Londres et Washington, il s'attire encore comme ennemi les élites de son propre pays. C'est ainsi que le 24 février 1966, alors qu'il est en voyage en Chine, Nkrumah est renversé sans aucune résistance par un coup d'état militaire orchestré par la CIA. Juste après le coup d'état, son ami Sékou Touré envisage d'envoyer ses militaires au Ghana pour remettre le pouvoir en Kwame Nkrumah, une idée à laquelle s'oppose Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Sékou Touré nous demande à nous que Kwame Nkrumah a voulu détruire. La découverte des camps d'entraînement confirme, s'il en était encore besoin, son intention de le faire. Monsieur Sékou Touré dit, je nous demande, par qui se croit bien notre maître, d'offrir nos poitrines pour restaurer le régime de son complice Kwame Nkrumah, notre plus mortel ennemi en terre d'Afrique. Starf. Nous ne savons pas... Dans le cycle là, figures africaines, on va pas parler de Félix Houphouët-Boigny. Peut-être qu'un jour, on fera le dark side des figures africaines. Imagine, il y a un Jean Castex qui vient aller et tu as le pouvoir. Il y a un moment où tu le fous un peu en prison pour qu'il se calme. Oui. Il y a un côté de Gaulle dans la manière de parler. Oui, c'est vrai. Si M. Sékou Touré profère ses menaces dans un but de propagande spectaculaire, de publicité personnelle, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Réalité et vérité désormais. RVD TV. Pas un seul instant de croire qu'il n'occupe pas le devant de la scène internationale ou s'il pense les mettre réellement à exécution. M. Sékou Touré et le peuple guinéen, qui risque de se laisser entraîner dans une aventure fatale, doivent savoir que si nous sommes, nous, Ivoiriens, des amoureux passionnés de la paix, nous ne sommes pas pour autant des pacifistes. Donc je dirais... prêts à accepter le déshonneur. Notre dignité commande que nous nous opposions par tous les moyens au passage des hordes guinéennes à travers notre pays.
La Guinée, n'ayant malheureusement pas de frontière avec le Ghana, Sékou Touré est alors obligé d'abandonner son idée. À son retour en Afrique, Nkrumah s'est réfugié alors en Guinée chez son ami qui lui propose la coprésidence du pays. Une fois bien installé en Guinée, il fonde une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires et ses livres sur l'unité africaine. Le 27 avril 1972, il décède dans un hôpital de Bucarest à la suite d'un cancer de l'estomac. Sa dépouille est envoyée d'abord en Guinée où Sékou Touré lui rend un dernier hommage. Puis elle arrive au Ghana où le général Koutou lui organise des obsèques dignes de l'homme qu'il fut. Il est enterré dans son village de Nkrolfoul. Kwame Nkrumah a marqué l'histoire du Ghana et de l'Afrique par la lutte qu'il a menée pour l'indépendance et ses efforts en faveur de l'unité africaine. C'est marrant parce qu'il met beaucoup la photo avec Lumumba, ils n'ont pas trop... Sa mort... Pas trop... Pas du tout même parler de Lumumba. Mais... Ce discours aujourd'hui une réflexion sur son leadership, avec des opinions divergentes sur son bilan en tant que président du Ghana. Certains le considèrent comme un héros de l'indépendance et un visionnaire panafricain, tandis que d'autres retiennent de lui sa dictature. T'es sûr il n'y a pas un seul perso algérien? Alors j'ai pas prévu à l'avance de qui je vais parler. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait des Algériens. Et les échecs de ses politiques économiques. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous retenez de cet homme. Comme toujours, vous pouvez donner des compléments d'information et si j'ai donné de fausses infos, n'hésitez pas à me les souligner. Merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de Kwame Nkrumah. Bon, ok, Histoire d'Afrique, on jugeait quand même la chaîne et... Ouais, c'est pas incroyable, quoi. Je m'attendais à un poil mieux, quand même. Bon. Est-ce qu'on a l'impression de mieux connaître Kwame Nkrumah? Un petit peu, dans le sens où il y avait beaucoup de data historiques, mais sur quel homme c'était, ça manque un peu. Bon, on a retenu l'essentiel qui est... voilà, il a participé à l'indépendance du Ghana, de ce qui s'est appelé ensuite le Ghana. Ça allait durer trop longtemps, ça a des effets marquants, ouais, ça a duré longtemps. Les premières 10 minutes, là, c'est pas de long. Panafricaniste, l'Afrique doit s'unir, voilà. On a retenu l'essentiel. Merci pour le follow, Delphéa. Bienvenue à toi. Comment ça va? On va se terminer avec quelques vidéos sur les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans de sa mort. Voilà. Il n'y a pas un film docu sérieux sur lui, ben, j'en ai pas trouvé. C'est ce que j'aurais voulu de base, j'en ai pas trouvé. Et du coup, voilà pourquoi on se retrouve avec un petit medley de tout ça. Donc, on va voir... Un autre point de vue encore, point de vue français sur la figure de Kwame Nkrumah, mais plus sur la question de l'héritage, voilà, avec ce truc de TV5 Monde qui avait été fait. Hamzat, vous parliez de la figure de Kwame Nkrumah, qui il était pour vous. Alors justement, dans son livre Dark Days in Ghana, Jours sombres au Ghana, il écrivait « Je savais qu'en étant en Guinée, je serais dans de bonnes conditions pour poursuivre le combat révolutionnaire africain. » Quel est l'héritage qu'il a laissé sur le continent, au-delà de la Guinée Du coup, ça a le mérite, la vidéo d'Histoire d'Afrique qu'on a regardée, ça a le mérite de voir un peu la séquence de sa vie, quoi. Ça, je l'ai un peu en tête, quoi, mais bon. Au-delà du Ghana. Alors, il a laissé un héritage... Ah oui, il n'est pas sur place, c'est vraiment les pires vidéos, je suis désolé. Il a soutenu tous les mouvements de libération du continent africain qui s'étaient établis à Accra, d'où le fait qu'il était important pour les adversaires de cette libération africaine de le faire tomber et d'expulser par la même occasion tous les mouvements qui étaient réunis à Accra. Il avait des liens notamment avec Cuba de Fidel Castro, avec les pays de l'Est, et donc il était quelque part le parrain d'un certain nombre de mouvements de libération. Il avait des liens très forts avec Patrice Lumumba pour faire du Congo la base de libération de l'Afrique australe à l'époque, et puis aussi dans son héritage il y a un héritage aux États-Unis où il a passé 10 ans, il s'est familiarisé avec les idées de Marcus Garvey et de William. Madeleine, la plateforme de l'INA, j'ai essayé, justement par rapport au film sur Sankara. Le truc, c'est que je peux pas le montrer en stream. Il y a les DRM qui vous empêcheraient de voir l'image. Donc, c'est pour ça que je suis pas parti là-dessus. Sinon, on aurait fait du Madeleine. Ouais. Dubois, et il a fait du Ghana la terre de retour et d'adoption de nombreux militants et personnalités afro-américaines. Martin Luther King et Malcolm X sont passés par Accra.
Et enfin, il y a un héritage dans le cadre du mouvement des non-alignés et de la recherche d'un équilibre des forces à l'échelle continentale, à l'époque où il discutait avec l'Indien Nehru, avec Tito au niveau de la Yougoslavie, avec aussi les dirigeants chinois, pour justement donner à l'Afrique une place dans ce nouvel ordre international du temps de la guerre froide. Et justement, on a cette image de cette conférence des 5 nations, des non-alignés qui sont réunis à New York en 1960. Comme vous le disiez, on la voit, cette image à l'antenne. Vous qui travaillez, Hamzat, sur la vulgarisation de l'histoire, est-ce que vous estimez que son combat est suffisamment enseigné dans les écoles, sur le continent ou ailleurs ? Alors, au niveau des écoles, je pense qu'il n'est pas suffisamment enseigné. Il y a néanmoins de nombreux travaux, livres, études qui portent sur Nkrumah, qui essayent de percer sa personnalité, qui suscite beaucoup de débats et de controverses, et qui, en même temps, s'inscrivent, je dirais, dans une démarche de réhabilitation. Nkrumah est une figure intellectuelle, un théoricien et un praticien de la libération de l'Afrique, quelqu'un qui a posé les bases du panafricanisme de la manière la plus authentique et la plus sérieuse possible, puisqu'il a été chef d'État et qu'il a impliqué cette vision du panafricanisme à la tête d'un État, le Ghana. Et donc il me semble que dans le travail de vulgarisation qui serait important de faire, il y a évidemment un travail pour vulgariser le panafricanisme, mais s'appuyer vraiment sur les travaux scientifiques établis, prouvés, que lui-même a pu produire, notamment durant son exil en Guinée, mais également à l'époque où il était chef d'État. Donc il y a encore un travail de vulgarisation qui me semble important à faire aujourd'hui, n'est pas suffisamment connu par la jeunesse. Et il nous reste 20 secondes. Cette dernière question, si Kwame Nkrumah était encore en vie, quel regard pensez-vous qu'il porterait sur l'Afrique d'aujourd'hui dans ce contexte de coup d'État, de terrorisme, cette politique de non-alignement dans le conflit russo-ukrainien ? Je pense qu'il ne ménagerait aucun effort pour aboutir à sa vision des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire une armée continentale pour défendre l'intégralité du continent, une voie unique pour la diplomatie africaine à la fois sur les conflits internes et les conflits mondiaux, et puis surtout un vrai projet, je dirais, de développement économique à l'échelle du continent africain, faisant tomber les nombreuses barrières qui sont encore trop présentes à l'intérieur du continent africain, avec toujours cette phrase: je suis africain non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Merci Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes historien et écrivain. Alors, ce que tu montrais, c'était quoi ? Histoire tragique. Ouais, ça c'est donc c'est ce que je disais. Je l'ai mis de côté comme c'était la télévision nationale chinoise. Je l'avais vu effectivement, mais j'ai choisi d'autres trucs. Mais comme j'ai pas vérifié les trucs que j'ai choisis, effectivement ça donne des trucs. Bon, pareil, on va regarder France 24. Donc non, ça devrait être mieux construit que... C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la France de nouveau pointée du doigt par le Mali. Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion, une accusation après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, récemment restituée à l'armée malienne. Nous écouterons dans ce journal le porte-parole du gouvernement malien. Nous irons également au Rwanda, le pays déjà touché par l'inflation et la crise économique liée aux 2 années de crise sanitaire va devoir faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Reportage dans un instant. Et puis que reste-t-il de l'héritage de Kwame Nkrumah 50 ans après sa mort? Que faut-il retenir du héros de l'indépendance ghanéenne? Nous poserons la question à étendard du panafricanisme, au même titre que le Burkinabé Thomas Sankara ou le Congolais Patrice Lumumba. Son portrait signé Florent Rodeau. C'est les figures qu'on a faites pour l'instant. Une Afrique forte et unie, c'était son rêve. Docteur en théologie, agrégé de philosophie, Kwame Nkrumah se fait un nom en 1949. Il fonde le parti de la Convention et appelle à la désobéissance civile. Les autorités coloniales britanniques le jettent en prison. Le début, paradoxalement, de son ascension politique, car sa formation remporte les élections de 1951. Sa libération prend alors des airs de triomphe populaire dans les rues d'Accra. En moins d'une semaine, Kwame Nkrumah troque son uniforme de bagnard contre un costume de Premier ministre d'un gouvernement autonome. 5 ans plus tard, nouvelles élections générales. Il assoit son pouvoir, remporte 3/4 des sièges et force Londres à concéder l'indépendance du pays en 1957.
Fini la Côte de l'Or, place désormais au Ghana. Image ici de la reine Elisabeth à Accra en 1961. Mais les relations avec la couronne se dégradent vite. Devenu président, le Rédempteur, comme il est appelé, se tourne alors vers l'Est. L'Union soviétique, la Chine aussi. Londres s'inquiète, mais Kwame Nkrumah n'en a cure. Il est prêt à accueillir n'importe quel mouvement subversif. Pour la Grande-Bretagne, il devient vite un adversaire en puissance. Au Ghana aussi, la colère monte, car sur place, toutes les voix dissidentes sont étouffées. Il est la cible d'au moins 4 tentatives d'assassinat. Couronnement de son action et sûrement de sa carrière, en octobre 1965. Kwame Nkrumah reçoit à Accra la plupart des chefs d'État africains appartenant à l'OUA. Ce sera la dernière fois qu'il aura l'occasion d'exposer à ses pairs son panafricanisme. L'Afrique doit s'unir, c'est son message, et il propose d'en être le chef. La méfiance s'installe chez... L'Afrique doit s'unir derrière moi. Vous êtes chaud ou pas? Bref, ça va être intéressant la question de l'héritage parce que ouais, c'est pas tellement la voie que prend l'Afrique là. Hein. Les homologues. Elle est pas très dans le nkroumaïsme, l'Afrique. Farouche anticolonialiste, il est renversé par un coup d'État militaire en 1966 alors qu'il se rend en Chine. Il trouve alors refuge dans la Guinée de Sékou Touré. Père de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah n'y retournera jamais de son vivant. Il s'éteint en 1972 en Roumanie, loin de son continent. Et pour en parler, nous sommes en direct d'Abidjan avec Hamzat Boukari, historien spécialiste du panafricanisme, auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'indépendantiste, du panafricaniste Nkrumah, et que faut-il retenir du président? Y a-t-il 2 héritages? Oui, bonsoir. Je dirais qu'il y a effectivement 2 héritages. Celui du père fondateur du Ghana, donc il a amené le Ghana à l'indépendance, le premier pays d'Afrique subsaharienne à l'indépendance, donc une indépendance nationale, avec derrière un projet continental, donc panafricaniste, qui visait à construire ce qu'il appelait les États-Unis d'Afrique. Et donc à utiliser l'indépendance du Ghana pour libérer le reste du continent africain et s'assurer que les États africains naissent dans un ensemble supranational qui aurait permis à chacune des souverainetés africaines d'être plus fortes. Donc il y a effectivement un héritage, c'est le père fondateur du Ghana, donc c'est quelqu'un qui est lié à l'histoire de ce pays, mais le combat qu'il a mené dépasse très largement les frontières du Ghana, et c'est en ça qu'il est un peu vraiment la figure de référence du panafricanisme. Donc il y a une cohérence entre le projet national et le projet continental qui fait vraiment la particularité, la cohérence de Nkrumah. Alors, est-ce que 60 ans après les indépendances, la jeunesse africaine se réapproprie l'héritage de ces personnages? Je pense également à Thomas Sankara au Burkina Faso, dont on a beaucoup parlé en raison de la tenue du procès de son assassinat, ou pourquoi pas même Patrice Lumumba. Pourquoi pas? Oui, il y a un travail de réappropriation qui se fait aujourd'hui dans les milieux artistiques, dans les milieux militants, dans les milieux intellectuels, qui ressuscite un certain nombre de figures de cette époque glorieuse des luttes indépendantistes, anti-impérialistes, et qui correspond peut-être aussi à un désir de voir des nouvelles figures africaines porter des positions fortes sur la scène internationale. Donc la jeunesse se reconnaît dans ces dirigeants qui avaient des projets ambitieux pour le continent africain et qui ont aussi tracé des lignes qui sont tout à fait pertinentes par rapport aux défis que connaît le continent africain, qui sont les défis sécuritaires avec le projet continental, les défis monétaires avec la question d'une banque centrale africaine, ou les défis diplomatiques avec l'idée que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Donc il y a une actualité de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, qui est très intéressante et qui reste, je dirais, à travailler au niveau notamment des programmes d'enseignement et des programmes universitaires. Alors pourquoi y a-t-il justement des personnages qui sont tombés dans les oubliettes de l'histoire? Je pense notamment au Camerounais Ruben Umniobé. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli? Ah ouais. La photo d'un coup, photo assassinat. Ah ouais, moi faut pas me faire ça. Photo détourée, bizarre, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Alors, certaines figures sont effectivement tombées dans l'oubli, tout simplement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs.
Et Ruben Oumobé, avec l'Union des populations du Cameroun, fait partie d'une lutte indépendantiste qui a malheureusement été sauvagement réprimée et qui n'a pas pu porter ses fruits. Le cas de Nkrumah, c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui a mis le panafricanisme au pouvoir et qui a été aussi en mesure, je dirais, d'écrire sa propre histoire. Donc il y a aujourd'hui un travail au niveau des historiens pour remettre en avant des figures qui ont lutté pour l'indépendance de l'Afrique, mais qui ont été écartées précisément au moment où ces indépendances sont arrivées. Donc ça pose effectivement un travail sur le devoir de mémoire et sur l'actualité de ces figures comme celle de Ruben Oumobé, qui est quand même un des grands combattants de la libération de l'Afrique. Que reste-t-il aujourd'hui du panafricanisme ? Bonne question. Alors, il en reste des références qu'on a citées, Nkrumah, Sankara, Lumumba. Il reste des projets qui ont été posés et qui n'ont pas pu aboutir du fait précisément des adversités de l'époque, un contexte de guerre froide, des difficultés de développement, des divisions intestines à l'intérieur des instances africaines. Donc là, on passe et il reste Sankara, surtout, je pense, un potentiel de réalisation de cette unité africaine à travers de nouvelles générations qui veulent réussir là où leurs aînés ont quelque part eu des difficultés à aller au bout de leur projet. Il reste enfin une institution, donc l'Union africaine, qui certes a énormément de difficultés à faire advenir un véritable panafricanisme, mais qui reste néanmoins une institution existante et dans laquelle doit se poser réellement la place du panafricanisme en tant que projet de libération et d'émancipation des peuples africains aujourd'hui. Merci beaucoup Hamzat Boukari. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du panafricanisme et auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup pour votre décryptage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct. Ok, on va pas rester, mais merci. On va se terminer avec deux petites vidéos, ça va être plus court. Toujours dans la question de la commémoration des 50 ans de la mort de Kwame Nkrumah, sa fille qui prend la parole, voilà, ça dure moins de 2 minutes. Hein. Voilà. Qui était son père d'après elle? Père de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah a milité pour une révolution africaine. Il a été je dois vraiment lire. Il a été l'avocat d'une Afrique unie et le détracteur du néocolonialisme. Samuel Nkrumah, fille du premier président du Ghana. The freedom and unity of Africans everywhere. You know, the total liberation and unification of Africa. No poverty, less disease, you know, a wealthier, prosperous, Ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple, voilà, qui est-elle elle aujourd'hui et ce que je disais, voilà, ce qui était précisé dans le truc d'histoire d'Afrique là sur le, comment dire, sur les places laissées aux femmes dans l'Assemblée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est perpétué? Est-ce qu'il y a un héritage de ça? Ou est-ce que ça a été sapé? It's African, and he gave us the guidelines. We must work together. Until we implement, I think, the key points of his vision, then he's not truly vindicated. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de Kwame Nkrumah? Je déteste ces vidéos... journalistique là où s'il n'y a pas de son, tout passe par l'image. He's huge, too big for me to claim him, you know, as my father. So he's our teacher, our mentor, and our father. And he's a father of a nation. So I cannot claim him. I've never seen him as my own or our own as a family. And yes, and we are happy to share him with all Africans. That's how he wanted it to be. Le chantre du panafricanisme s'éteint en 1972 à Bucarest. Voilà, donc ça c'était les mots de la fille de Kwame Nkrumah et on va terminer avec une dernière vidéo courte aussi sur les propres mots de Kwame Nkrumah qu'il a prononcé au moment de prononcer l'indépendance du Ghana. Le son, ah ouais, je peux pas me rendre compte, Let's go. Je vais d'autant moins me rendre compte, je vais remettre la vidéo, mais que bon, on est sur des vidéos qui ont des niveaux de son assez divers. Je vais dire ça comme ça. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle
and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. Let's go. Ok, je pensais pas qu'ils allaient laisser ça. Je pensais qu'ils allaient mettre le truc... bon, de toute façon, on l'a vu, hein, le truc de... la libération du Ghana n'a pas de sens sans la libération de toute l'Afrique. Voilà. Allez, on va repasser en facecam et terminer tranquillement. Je vais vous remettre un peu de Amaré pour terminer. Well, ce fut fort cool. Enfin, c'était intéressant de découvrir un peu la figure de Kwame Nkrumah, mais c'était compliqué d'avoir des bonnes sources, et du coup ça se sent un peu dans les vidéos qu'on est allé chercher. Il y a plein de trucs qui sont pas de très bonne qualité, etc. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de docu accessible, comme ça a pu être le cas pour Thomas Sankara, comme ça a pu être le cas pour Lumumba, même si c'était une fiction. Au moins on avait un truc, voilà, une bonne heure, voire plus, où ok, on va suivre l'histoire et on va pouvoir aller petit à petit au fond du personnage, quoi. Là, c'est pas trop le cas. Mais on a quand même réussi à découvrir des trucs de Kwame Nkrumah. Donc voilà, le truc de la libération du Ghana, le truc de pour libérer l'Afrique, il faut des États-Unis d'Afrique. Parce que pour Castro, je trouve pas des trucs pas propagande américaine et bien fait, on dirait que ça existe pas. Ah ouais, pour Castro quand même. Ah ouais, c'est chaud, hein. Mais ouais, il y a des... C'est pas toujours si facile, et donc plus tu vas aller vers des figures obscures, puisque Kwame Nkrumah c'est pas une figure obscure, quoi. Plus ça va être complicado, quoi. Mais bon, intéressant. Donc on va continuer le cycle, le cycle sur les figures africaines. Je sais pas qui ce sera la prochaine fois, mais ça aura lieu donc vendredi prochain à 21h. Pour ce qui se passe en dehors de ça, la semaine prochaine, et merci pour ton follow Ben Arkan, pendant que je vais essayer de voir quoi ce que je vais vous envoyer ensuite. La semaine prochaine, les lives, donc il y aura un live sur cette chaîne le lundi à 21h. Et le lundi, en ce moment, on check un peu la politique islandaise, etc. Parce qu'il y a des législatives anticipées qui sont organisées. Et on essaye, voilà, on va essayer de découvrir soit la gauche, soit la droite islandaise. Je sais pas par quoi commencer, j'ai pas encore décidé, mais voilà, on va découvrir les partis un peu qui sont en lice là pour les législatives. Voilà, mon amour pour l'Islande. Vous savez que ce que je porte, c'est un pull islandais là, hein. C'est un pull en laine islandais qui s'appelle un Lopapessa. Donc voilà, et en vrai c'est très efficace pour te garder au chaud. On va pas se mentir, ils savent faire. Mais du coup là, il y a une vraie raison, c'est qu'il va y avoir des élections à la fin du mois, là, le 30 novembre. Voilà. On achète ça où ? En Islande. Parce que je pense, ouais, tu peux t'en faire livrer, etc. Mais tu peux t'en faire livrer des trucs de mauvaise qualité. Là, c'est du vrai, c'est le real shit, et ça coûte un petit billet quand même, quoi. Donc pour ça, il faut aller en Islande, hein, pour se procurer ce genre de drip. Donc lundi, politique islandaise, peut-être les partis de gauche, peut-être les partis de droite. Peut-être pas 6000 balles non plus, peut-être pas 6000 balles, j'ai pas mis 6000 balles là-dedans, faut pas abuser non plus. Ensuite, mardi, je serai chez Supplémentaire, tiens, allez, un petit shout-out à celle, chez Supplémentaire, où, vous savez, on fait du react, etc. Et en ce moment, on est en train de regarder Loup-Garou, l'émission sur Canal+. Peut-être qu'on va terminer Loup-Garou le mardi prochain. Peut-être que ce sera le mardi d'après. En tout cas, voilà, on se marre bien et on va regarder quelques épisodes en plus. On arrive doucement vers la fin. Premier résultat chez toi, c'était 6000 ? Non, c'est plus un bon, t'es plus vers 200-300 balles, tu vois, ce qui est quand même un billet. Mais non, 6000, non.
Sinon, c'est que c'était des 6000 couronnes islandaises, peut-être, mais pas 6000... pas 6000... comment dire, pas 6000 euros, jamais d'avis. Donc, mardi, 19h chez Supplémentiel, on regarde Loup-Garou. Et après, voilà, quand on aura terminé Loup-Garou, il y a Zombieverse, qu'on avait regardé la saison 1, émission de télé-réalité avec du zombie, etc. Très très bien fait, très roleplay, où on s'était bien marré aussi. Donc on va pouvoir repartir là-dessus ensuite. Donc ça c'est les mardis chez Supplémentiel. Les vendredis matins chez Supplémentiel, c'est aussi du réac, mais plus voilà, une matinale, dessin animé, trucs pour enfants et tout. Ce matin par exemple c'était Quinza. Belle redécouverte Quinza. Je sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine, on n'a pas encore décidé. Mais on sera là, 9h15 chez Supplémentiel. Et donc 21h ici pour découvrir une nouvelle figure panafricaine. Oui, sans doute panafricaine, en tout cas africaine, mais sans doute panafricaine. Je ne sais pas encore laquelle, on verra. On discutera de ça sur les réseaux. En ce moment, je suis actif sur Twitter et Insta. Et plus sur Insta que sur Twitter. J'ai levé le pied un peu sur Twitter, c'est un peu la guerre là-bas. C'est un peu Muskland, n'est-ce pas? Donc voilà pour le programme, merci pour le commentaire d'Elfea. Merci pour les follow tout le monde. Je vais vous envoyer en raid d'ailleurs chez Supplémentiel. Je vais vous envoyer chez le Boug. Alors. Ah ouais. Mauvais copier-coller. Ok. Je vous envoie. C'est tout pour ce soir. À tantôt tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous ai donné le programme. À tchuss.